Dans certaines zones obscures du système solaire se cachent des mondes à la chimie complexe et si difformes qu'ils frôlent le bizarre. Le plus étonnant a été de découvrir la grande variété des objets qui habitent le système solaire. Autour des planètes, on trouve des lunes dont on n'avait pas compris jusque-là ce qu'elles étaient et qui sont maintenant au centre des recherches astronomiques les plus pointues. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle ne ressemblait pas à notre Lune. Mais ces éléments du système solaire qu'on dit mineurs ne sont pas d'un moindre intérêt. Quelle surprise nous réservent les lunes du système solaire? Le système solaire a toujours été un terrain fertile pour les écrivains de science-fiction. Mais grâce aux télescopes de plus en plus perfectionnés et aux sondes robotisées, aujourd'hui le rideau s'est levé sur un nouveau balai lunaire. Il y en a qui se déplacent dans un sens, d'autres dans le sens inverse. Elles filent à des vitesses différentes. Celles qui orbitent à l'intérieur dépassent celles qui sont à l'extérieur. Il y a une cinquantaine d'années, on pensait que le système solaire n'abritait que 32 lunes. Elles allaient de Ganymède, qui gravite autour de Jupiter et qui est plus grande que la planète Mercure, jusqu'aux petits astéroïdes comme les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Mais ce nombre a explosé. En 2007, des scientifiques annoncent la découverte de 20 nouvelles lunes autour de Jupiter, d'une autour de Saturne et de 3 autour de Neptune. Ce qui s'est passé, c'est que les télescopes astronomiques ont été équipés de ce qu'on appelle des caméras CCD. Ce sont des caméras numériques, comme tout le monde en a aujourd'hui. Il est difficile d'obtenir des astronomes le nombre exact de lunes ou de satellites du système solaire. Au fur et à mesure que les caméras deviennent plus sensibles et les télescopes plus puissants, on en découvre de plus en plus. Elles sont classées en 2 grands groupes. Il y a celles qui tracent des orbites quasi circulaires au-dessus du plan de l'équateur de leur planète. Ce sont les lunes régulières. Notre Lune s'est formée lors d'un impact, mais toutes les autres se sont agglomérées à partir de la soupe gazeuse qui entoure leur planète parente. Un processus connu sous le nom d'accrétion. Un exemple classique de satellite régulier, ce seraient les lunes galiléennes de Jupiter. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le matériau qui allait donner naissance à Jupiter était un peu trop abondant. Le surplus s'est donc accumulé pour former les lunes. Les lunes irrégulières suivent des orbites inclinées et fortement elliptiques, dans le plan de l'équateur de leur planète. La plupart d'entre elles se déplacent de façon rétrograde, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que leur planète tourne dans l'autre sens. Phoebe, un satellite de Saturne récemment découvert, en est un parfait exemple. Au début, elle était indépendante et tournait autour du Soleil, avant d'être capturée par Saturne, plus massif. Qu'elles soient régulières ou irrégulières, les lunes évoluent dans la zone gravitationnelle de leur planète. On appelle l'étendue approximative de cette région la sphère de Hill. Elle tient son nom de George William Hill, un astronome américain qui a défini ce concept au milieu des années 1800. La sphère de Hill est cette zone qui se déplace en même temps qu'une planète et dont la force gravitationnelle est plus forte que celle du Soleil. Les lunes de Mars, Deimos et Phobos, ont des comportements très différents à l'intérieur de la sphère de Hill. Si la planète tourne plus vite que son satellite, comme c'est le cas pour Deimos, les forces de marée vont pousser la Lune de plus en plus loin. Phobos, lui, tourne plus vite que Mars. Ces petites lunes ont été découvertes en 1877 par un astronome américain, Asaph Hall. Il a donné à Phobos le nom du dieu grec de la peur et à Deimos celui du dieu de la terreur.
Tom Duxbury faisait partie de la mission Mariner 9, qui en novembre 1971 a photographié pour la première fois les deux lunes en forme de pommes de terre. C'était tard dans la nuit, par une journée froide, pluvieuse, sombre et maussade. J'ai tourné la photo sur le côté. La lune ressemblait à un crâne. C'était une image sinistre. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Si la nôtre était aussi proche de la Terre que Phobos l'est de Mars, elle nous semblerait 20 fois plus grande. La durée de son orbite se compterait en heures et non en jours comme c'est le cas. Et quand elle serait pleine, elle couvrirait le ciel. Les marées diurnes auraient une amplitude 10 fois plus importante. Et la Lune finirait peut-être par s'écraser sur la Terre. La situation délicate de Phobos est liée à un processus que l'on appelle l'accélération séculaire. Tandis que le satellite se déplace plus vite que Mars, des forces de marée s'élèvent à la surface de la planète qui attirent Phobos vers elle un peu plus à chaque orbite. La lutte entre les deux objets ressemble aux forces qui s'exercent dans un jeu populaire américain, le Tetherball. Imaginons que la balle soit la Lune, le poteau la planète, et que la corde entre le poteau et la balle représente la force de gravitation de la planète. Nous voyons que la force de gravitation pousse la Lune à accélérer. Elle va de plus en plus vite et poursuit son chemin jusqu'à frapper le poteau. C'est exactement ce qui arrive à Phobos. Elle orbite autour de Mars plus vite que celle-ci n'avance. L'interaction de marée la pousse à se rapprocher et à accélérer sa marche. Nous pensons que dans 50 millions d'années, Phobos en arrivera à toucher Mars et qu'il disparaîtra en tant que Lune. De son côté, Deimos, qui est plus à l'extérieur, avance plus lentement que Mars. Il déroule donc la corde dans un mouvement opposé et nous le voyons s'en éloigner progressivement. Il est possible que dans le futur, Deimos soit attiré loin de sa planète par la force de gravitation du Soleil. Et un jour peut-être, Mars n'aura plus de lune. Comme Phobos prend de l'avance sur la rotation de Mars, il semble se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Au lieu d'avoir sa planète qui tourne plus vite que lui, comme c'est le cas de notre Lune et d'autres satellites, et donc de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest, il est en avance sur la rotation de sa planète, et par conséquent se lève à l'ouest, se déplace en tête et se couche à l'est. Il faudra au moins 50 millions d'années avant que Phobos ne disparaisse complètement. Avant cela, on aura peut-être commencé à coloniser Mars. C'est cette idée qu'a développée l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke dans son livre « Les sables de Mars ». Nous n'avons aucune véritable raison de coloniser Phobos, mais sa position fait de ce satellite une étape naturelle sur la route vers Mars. Du point de vue de la force gravitationnelle, il est beaucoup plus facile d'aller sur Phobos, où il n'y en a aucune, que de lutter avec celle de Mars pour se poser à sa surface. De Galilée à Stanley Kubrick, les planètes géantes du système solaire externe ont toujours enflammé l'imagination des créateurs. Mais en réalité, les explorer serait courir au suicide. La pression accablante de l'atmosphère très épaisse de Jupiter rendrait presque impossible tout mouvement. Pourtant, les satellites de ces monstres peuvent être des plateformes intéressantes pour leur exploration et même leur future colonisation. Ces prisonniers de la force gravitationnelle de Jupiter sont-ils des mondes hostiles? Y a-t-il une chance qu'ils abritent une forme de vie?
Ou bien pourrait-il être un havre de sécurité pour les générations futures d'explorateurs planétaires? Jusqu'à une époque toute récente, on savait très peu de choses sur les lunes des géantes gazeuses et glacées. La plupart d'entre elles restaient cachées à l'abri de leur planète. Aujourd'hui, les télescopes et l'exploration spatiale nous révèlent un royaume peuplé par une foule de lunes. Certaines, sphériques, sont semblables à des planètes. D'autres, difformes, mesurent à peine 45 km de diamètre. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un aimant pour les lunes. Elle s'est formée il y a près de 4,5 milliards d'années, quand un nuage massif de gaz s'est effondré sur lui-même. Ce processus, appelé accrétion, a marqué les débuts du système jupitérien. La plus grande partie du gaz et du matériau qui tournoyait dans l'espace a commencé à former la planète. Et l'autre petite partie s'est rassemblée en amas, tourbillonnant dans l'orbite de Jupiter. Ces accrétions miniatures se sont ensuite solidifiées pour former ces lunes régulières, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Une fois Jupiter formée, elle a commencé, grâce à sa force gravitationnelle, à faire entrer dans son cheptel de petits débris, reliquats de la naissance du système solaire primitif. Les planètes géantes se sont formées dans un environnement riche en gaz, là où une foule de petites épaves flottait dans le système solaire, prêtes à être capturées. Le nombre de lunes de Jupiter peut aller de 60 à 200, selon les spécialistes qui en font le compte. Il est clair que si l'on pouvait se placer à la périphérie de l'atmosphère gazeuse de Jupiter et regarder le ciel, on pourrait admirer le balai somptueux de ces lunes satellites. Ce serait merveilleux de pouvoir observer ces lunes. À certains moments, on verrait passer Io. Et lors d'un passage sur deux, on apercevrait en même temps Europe. Et une fois sur 4, on verrait aussi Ganymède. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyager en 1979. Son activité trépidante a intrigué les spécialistes pendant des décennies. Chaque jour, à chaque seconde, une tonne de matériaux s'échappe de cette lune qu'est Io. C'est une machine phénoménale. J'aimerais pouvoir aller sur Io, mais ce serait très dangereux, chaud et sulfureux. Io est trop petite. Il est impossible qu'elle ait entretenu la fusion de son noyau depuis sa formation. Un autre processus mystérieux est responsable de cette chaleur. Il se peut que tout l'intérieur de Io soit en fusion, parce qu'elle est comprimée du fait qu'elle orbite autour de Jupiter. Ce phénomène est connu sous le nom de chauffage de marée. La force de gravitation massive de Jupiter provoque une friction interne du noyau de Io. De même qu'un sculpteur malaxe un morceau froid d'argile, Jupiter pétrit et masse Io en permanence. C'est comme si la grande planète reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète. La surface de la Lune est froide. Elle se brise comme l'argile que l'on peut alors déchirer. Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite. La plupart des lunes régulières ont des orbites circulaires.
Le phénomène de chauffage de marée se produit lorsque le satellite suit une orbite plus allongée et que la distance qui le sépare de sa planète change radicalement au cours d'une même révolution. On observe ce type d'orbite excentrique lorsque les forces gravitationnelles viennent la perturber. Quand une lune subit une orbite excentrique, c'est-à-dire une orbite qui n'est pas circulaire, tantôt elle se rapproche et tantôt elle s'éloigne de la planète. Et quand elle en est très proche, elle est comprimée et mise en pièces. Io est en résonance orbitale avec les autres satellites que sont Europe et Ganymède. Pendant que Jupiter et Io luttent pour trouver une relation synchrone, Europe et Ganymède attirent Io dans une direction opposée, tandis que Jupiter l'attire dans l'autre sens, et elle se retrouve à la fois écartelée et comprimée. Le chauffage de marée qui s'exerce sur Io produit ces volcans prodigieux, mais a également un autre effet. Il est à l'origine du plus grand objet stationnaire visible du système solaire, un nuage gazeux massif, 500 fois plus grand que Jupiter. En 1990, le professeur Michael Mendillo et son équipe de l'université de Boston ont découvert un immense nuage gazeux qui s'étend de part et d'autre de Jupiter. Ils ont été les premiers à photographier en entier la nébuleuse, ainsi qu'à découvrir son origine et le mécanisme qui lui permet de se développer. Io n'est pas grande, donc elle n'a pas une large atmosphère. Mais ces volcans lui fournissent en permanence un matériau qui la remplace. On peut se demander pourquoi elle n'a pas une atmosphère immense, puisque tous ces volcans sont en activité depuis l'éternité. C'est parce que ce matériau s'échappe. On a récemment découvert que les laves d'Io étaient riches en sodium. Bien que celui-ci ne représente que 5% des matériaux éjectés, les télescopes terrestres le détectent facilement, car il émet une lumière jaune. Sur Terre, il est souvent utilisé pour éclairer les rues des villes du monde entier. Le sodium et les autres molécules gazeuses sont bombardés d'électrons du puissant champ magnétique de Jupiter. Les électrons et les protons ionisent certaines de ces particules. À présent sous forme de plasma, ces ions sont emportés par la magnétosphère puissante de Jupiter. Et leur vitesse augmente rapidement lorsqu'ils sont capturés par le champ magnétique de la planète. C'est comme s'ils faisaient un tour de manège cosmique. Les lignes de champ magnétique ont des pôles ici et un peu partout. L'atome de sodium est ramené avec cet électron. Maintenant, je suis dans le tore de plasma de Jupiter avec les autres ions et électrons qui ont déjà été capturés. Les ions et les électrons se combinent à nouveau. Ce qui est neutre n'est pas emprisonné par le champ magnétique et en sort à une vitesse encore plus grande. Cela suffit pour échapper à Jupiter. Et il forme le plus grand nuage gazeux visible et permanent du système solaire. Si nous pouvions voir à l'œil nu cette nébuleuse, elle prendrait la place de 12 lunes dans le ciel nocturne. Elle est tellement immense que Mendillo et son équipe ont créé un télescope spécifique pour pouvoir l'étudier. Pour disposer d'un grand champ de vision, vous n'avez besoin que d'une petite lentille, comme d'une paire de jumelles. En 1991, le télescope était peut-être d'un type courant, mais sa caméra était très sophistiquée et même révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il s'agissait d'un appareil numérique. Une fois que vous avez une image en binaire, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mendillo et son équipe savaient qu'il y avait du sodium dans la nébuleuse. Il y en a aussi dans l'atmosphère de la Terre. Ils ont ainsi comparé les images numériques des atmosphères de Jupiter et de la Terre et mis au point une image de la nébuleuse. Avant, c'était très difficile. On n'avait que 2 photos, 2 feuilles de papier. Maintenant, avec ces caméras numériques, la façon dont nous pouvons produire les images a changé du tout au tout. Io, d'un point de vue esthétique et scientifique, serait une destination fascinante. Mais son environnement hostile représente sans doute un obstacle incontournable. Même une sonde robotisée aurait des difficultés à se poser parmi les fissures éruptives du satellite. Mais il existe une autre lune en orbite autour de Jupiter qui pourrait accueillir une mission d'exploration
et peut-être même abriter des formes de vie extraterrestres. Europe est un des objets les plus fascinants et les plus énigmatiques de notre système solaire. Elle ne ressemble à aucun autre endroit. Et bien sûr, on ne trouve rien de tel sur la Terre. Quand on voit les images qui ont été prises de sa surface, on observe des fissures, un terrain très modelé et même chaotique. Il y a aussi comme des icebergs dans certaines zones. Nous savons qu'Europe est une lune extraterrestre. Pourrait-elle aussi abriter des formes de vie extraterrestres? Europe orbite à 400 000 km de Jupiter, 2 fois plus loin que Io. Et elle est, comme sa cousine au volcan actif, modelée par les forces de marée. C'est Jupiter qui a le plus d'influence. Sa masse, comme un amant insistant, tire le satellite vers lui. Europe résiste avec sa propre force de gravitation, et les deux objets vivent en symbiose à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la gazeuse géante. Mais il n'y a pas que Jupiter qui attire Europe. La petite Io et Ganymède, son homologue plus grande, tirent Europe dans d'autres directions. C'est le même phénomène de résonance orbitale que celui qui agit sur Io. Mais les conséquences en sont très différentes sur Europe. Il fait très froid à l'extérieur, moins 300 degrés à certains endroits, mais la Lune est chaude à l'intérieur. Et ce qu'on voit remonter à sa surface est aussi ce qui la rend si intéressante. On y trouve de l'eau. Une eau liquide venue d'un océan souterrain qui suinte et crée sur Europe une couche de glace comme une surfaceuse dame une patinoire. On pense que l'océan d'Europe n'a que 15 à 25 km de profondeur. Sur Terre, l'eau a été le berceau de la vie. Pourrait-il en être de même sur Europe ou sur d'autres lunes? Les océans glacés des satellites sont peut-être l'habitat le plus répandu dans l'univers. Les objets tels que la Terre sont sans doute assez rares, mais les lunes glacées sont probablement légion. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route vers Pluton et les régions éloignées du système solaire, a réussi à se rapprocher suffisamment d'Europe pour envoyer sur Terre des images stupéfiantes. Ce n'est que lorsque le Soleil se lève ou se couche derrière Europe que l'on peut voir ces immenses formes géologiques qu'on appelle des crop circles. Ils sont très grands. Si vous décidiez de traverser un de ces cercles, vous descendriez d'abord doucement pour vous retrouver à quelques 30 mètres plus bas, et ensuite vous remonteriez au niveau initial. La ressemblance entre ces crop circles et les mystérieuses figures que l'on trouve ici et là sur la Terre s'arrête lorsqu'on en vient à leur taille. En effet, sur Europe, ils mesurent entre 3000 et 4500 km de diamètre. Pourtant, ils sont trop petits et trop réguliers pour être des cratères d'impact, car les astéroïdes, comme les comètes, ont des formes et des tailles différentes. Les crop circles d'Europe se ressemblent tous d'un point de vue géologique. Sans en avoir aucune preuve, on pense que Jupiter pourrait être à l'origine de ces formes, à cause de sa masse. Il se pourrait que la glace qui recouvre Europe ne s'enfonce pas jusqu'au cœur du satellite. Comme un iceberg sphérique, elle flotterait sur un océan localisé sous sa surface. La région polaire aurait été plus ou moins modelée par Jupiter et lentement étirée vers l'équateur au fil des siècles. C'est ainsi que l'on trouve une ligne de crop circles qui s'étend de cette zone jusqu'à l'équateur. Si la croûte glaciaire d'Europe ressemble aux icebergs terrestres, la partie immergée devrait être très importante. Cette hypothèse aurait d'immenses conséquences pour les explorations futures. Cela signifie qu'il y aurait en dessous 8 à 9 fois ce volume de glace. On en arrive à des dimensions impressionnantes. La théorie de l'iceberg s'appuie sur l'hypothèse que l'océan, situé sous la surface d'Europe, peut être facilement atteint lorsqu'on tapote la fine croûte gelée. Les données que nous obtiendrons grâce au radar et aux rayons ultraviolets nous donneront des informations importantes avant même qu'un vaisseau spatial puisse atteindre la surface d'Europe. Les futurs explorateurs devront chercher les points chauds
et les endroits où ce mystérieux océan a pu remonter à la surface et ensuite trouver le moyen d'y plonger. Il pourrait choisir d'établir une base d'opération sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Comme Phobos pourrait être une étape dans l'exploration martienne, Ganymède pourrait l'être dans le système jupitérien. Elle est plus grande que Mercure et sa force de gravitation est plus proche de celle de la Terre que de celle des satellites de Jupiter. Bien qu'elle soit en résonance orbitale avec Io et Europe, elle est assez éloignée de Jupiter pour être moins affectée par les forces de marée de la géante gazeuse. Sur Ganymède, on pourrait se poser dans un grand cratère et construire une base protégée par une coupole à l'abri des particules chargées du système jupitérien. Ainsi, on sera en lieu sûr pour étudier Ganymède, son champ magnétique, l'intérieur du satellite, sa géologie, ainsi que le système jupitérien dans son ensemble. Ganymède est la seule lune du système solaire qui ait son propre champ magnétique. Pour cela, elle doit nécessairement avoir une masse suffisante et un noyau intérieur chaud. Sa masse est évidente, mais la source de cette chaleur reste une énigme. Ganymède est affectée à la fois par les forces de marée de Io et d'Europe. Mais son orbite est assez circulaire pour lui éviter d'être écrasée ou étirée par Jupiter, comme ses voisines plus modestes. On pense que par le passé, un événement a pu infléchir l'orbite de Ganymède. Peut-être son caractère excentrique a-t-il été bousculé pendant un moment. Cela aurait produit une friction importante à l'intérieur et chauffé le noyau. Nous ne savons pas vraiment. Mais le récent passage de New Horizons au-dessus du système jupitérien nous a donné un aperçu des merveilles qui nous attendent lorsque nous approcherons des lunes de Jupiter. Les spécialistes pensent déjà au jour où une sonde robotisée se posera sur l'une d'entre elles et commencera à élucider les secrets de ces mondes énigmatiques. Une lune glacée tourne aussi autour d'une autre géante gazeuse, Saturne. Elle est trop petite pour avoir sa propre atmosphère, mais cela ne l'empêche pas de perturber celle de sa planète. Enceladus, malgré sa petite taille, porte le nom d'un titan de la mythologie grecque. Comme Io et Europe, elle a une orbite excentrique. Les forces de marée de Saturne pressent et malaxent cette petite lune et produisent de la chaleur en son centre. Mais contrairement à Io, elle ne rejette pas le matériau en fusion en un grand nuage gazeux. L'eau ne remonte pas à la surface comme elle le fait sur Europe. Non, Enceladus crache des panaches d'eau glacée dans l'atmosphère de Saturne. Nous n'appelons pas ça un volcan. La vapeur d'eau reste en orbite autour de cette toute petite lune, où, comme elle est proche de Saturne, la force de gravitation peut l'attirer vers la planète. Après avoir travaillé sur le Torrey d'Io, Michael Mendillo et son équipe de l'Université de Boston se sont intéressés à l'influence d'Enceladus sur l'atmosphère de Saturne. Il s'avère que l'eau est un catalyseur qui permet de recombiner à merveille les ions et les électrons. Avant la sonde Cassini, les scientifiques créaient sur leurs ordinateurs des modèles pour déterminer les conditions atmosphériques qui règnent autour de Saturne. Ils avaient établi que la planète devait posséder une ionosphère importante. Mais étonnamment, les données rapportées par Cassini ont indiqué que l'ionosphère de Saturne ne représentait que 10% de ce que prévoyait l'ordinateur. Il semble que l'eau glacée éjectée d'Enceladus neutralise les particules chargées de l'ionosphère de Saturne. Attention, décollage. C'est presque par accident que les scientifiques ont appris l'influence de l'eau sur l'atmosphère de la planète. En 1973, quand la NASA a mis en route son programme Skylab, elle a lancé sa dernière fusée Saturne V, celle qui avait permis d'aller sur la Lune. Jamais un vaisseau spatial n'avait réussi à rester en pleine combustion jusque dans la ionosphère. La gigantesque fusée a largué, à partir d'un de ses moteurs, 1 tonne de vapeur d'eau par seconde. Et ce jour-là, la ionosphère a failli disparaître. La manœuvre a creusé un trou béant dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère.
Mais 24 heures plus tard, le dommage était réparé. Enceladus déverse 6 tonnes d'eau par seconde et les effets à long terme sur l'atmosphère de Saturne sont significatifs. Il n'y a pas lieu de craindre qu'Enceladus fasse entièrement disparaître l'ionosphère de sa planète. Mais cette toute petite lune, d'un diamètre de 450 km, a attiré l'attention de la communauté scientifique, tout comme le satellite de Saturne. Pendant que l'on conçoit des sondes à destination de Phobos et d'Europe, et qu'on étudie les données venues de Enceladus et de Io, une série toute nouvelle de lunes vient d'être révélée. Avant les années 1990, la plupart